Anne Delière, bienvenue à un Journal du Luxe Intelligence. Merci. Alors ma première question, quelles sont vos missions ? Alors mes missions chez Richemont, elles sont nombreuses. Elles commencent toujours néanmoins par travailler l'identité des maisons. Ça c'est un point absolument crucial sur la façon de fonctionner. On travaille vraiment sur la définition de la plateforme de marque, de son identité, de ses valeurs, de sa structure, du cadre dans lequel la marque va créer. Ça, c'est le starting point de tout. Pour faire ça, effectivement, on travaille sur les archives, on travaille bien sûr sur l'histoire, on travaille sur les mythes, on travaille sur beaucoup de références culturelles. Et de l'autre côté, je dirais le deuxième gros pilier, c'est de suivre le client, de comprendre les cultures, de comprendre le client du luxe dans tous ses états et dans toutes les régions du monde pour aller comprendre effectivement comment il fonctionne, quelles sont ses références culturelles et comment il consomme du luxe. Donc, c'est ces deux gros piliers-là qu'on travaille, avec plein de services aux maisons qui vont de l'achat média à l'analyse client, au client marketing, c'est-à-dire la mise en place de CRM, de politiques de CRM. On a toute une panoplie de services à différentes maisons, mais je dirais que les deux piliers, c'est vraiment cette identité de marque, le travail sur la brand equity et la gestion de cette brand equity dans l'expression de la marque. On va suivre les maisons, on va aider les maisons à rester dans cette identité-là. Et de façon créative. Il ne s'agit pas non plus d'être contrainte dans un couloir de nage, mais quand même de nager dans son couloir de nage de manière à l'exprimer le plus clairement possible. Alors, on est dans un territoire du luxe qui est en pleine explosion, ça bouge énormément. Il y a une obsession aujourd'hui sur ce mot élévation, où j'ai l'impression qu'on a une vision vraiment toute petite, marketing basique. Comment vous voyez, comment vous ressentez, comment vous conseillez les marques aux prises de ce luxe en ébullition ? Alors, c'est un moment tout à fait intéressant en ce moment. C'est un moment qui est à la fois passionnant, qui est à la fois un peu challenging et je pense qu'il va être bénéfique à la fin. D'abord, c'est complètement hallucinant. Vu le monde dans lequel on continue à avoir une industrie du luxe. Dieu sait que j'aime pas cette expression-là, mais en tout cas, une pratique du luxe qui continue à très bien fonctionner. Ce qui est quand même, on vend des produits qui ne sont pas fonctionnels, qui servent fonctionnellement pas à grand-chose, on peut savoir l'heure autrement que sur une montre de luxe, on peut prendre un sac en toile si on le veut. Enfin, voilà, donc fonctionnellement, il n'y a pas de bénéfice, mais on vend des bénéfices qui sont extraordinaires et qui continuent à marcher, quel que soit l'état du monde. Après le Covid, le marché a rebondi, comme vous le savez, de façon incroyable. On vend partout dans le monde, donc c'est vraiment tout à fait fascinant. Alors après, c'est un peu complexe en ce moment parce qu'il y a beaucoup de changements. Il y a effectivement cette élévation où tout le monde, mais qu'on a pris vraiment au pied de la lettre, c'est-à-dire de dire certaines maisons sont allées vendre très très cher des produits avec des créations de valeur, on va le dire, limitées, à des 1% ou 2% qui aujourd'hui représenteraient 30 à 40% du marché. C'est pas l'idée. C'est-à-dire que la vraie élévation du luxe, et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est que on vend un double mouvement, je dirais. Un mouvement qui est d'abord un mouvement de luxation, c'est pour ça que j'aime bien le dire comme ça, en tout cas de sortir du chemin normal, c'est-à-dire de sortir de la norme et de faire de la créativité, de la subversion, de quelque chose qui effectivement sort de la norme, ce côté effectivement pas de côté, d'où la créativité, d'où la surprise, d'où l'audace. Point très important. Et après, il y a cette élévation. Cette élévation, qu'est-ce qu'elle vend ? Elle vend effectivement une relation avec des puissants, des dieux. Les dieux et les puissants pouvant aussi bien être parfois Kim Kardashian ou effectivement Louis XIV ou effectivement le Maharaja, etc. Tout ça se définit, mais en tout cas, c'est un système d'élévation qui va effectivement vous amener, enfin c'est Héphaïstos et Aphrodite, on est vraiment dans ce relationnel avec quelque chose qui est très créatif, très audacieux, qui est très différent, et la différenciation, c'est un point très important. Et après, cette élévation. Mais dans l'élévation, ce qui est intéressant, c'est le mouvement. Ce n'est pas le fait que vous soyez en haut et qu'il n'y ait personne qui puisse monter. C'est-à-dire qu'on va proposer en fait des objets, mais qui vont vous permettre en fait de vous élever à un moment donné. Dans un monde qui est un monde des plus sachants, des plus riches, des plus puissants, des plus cultivés, des plus beaux, etc. Mais ça vous donne en tout cas cette idée d'élévation. C'est comme un agalma, c'est-à-dire un objet qui est transactionnel par rapport à des puissants, des dieux ou des gens qui ont réussi. Après, chacun a son interprétation de l'Olympe vers lequel on veut monter, mais on vend quand même ça. C'est-à-dire on vend des alibis pour effectivement être quelqu'un d'autre,
Alors, en fait, la vraie réalité augmentée, c'est le luxe. Hein. Pour moi, la vraie réalité augmentée, c'est le luxe. C'est comme les Transformers, vous savez, les petits jouets qu'on a quand des petits gamins. C'est vraiment ça. Ça vous augmente. C'est-à-dire, ça augmente soit votre puissance, soit votre beauté, soit votre savoir. Il y a plusieurs types de puissance. Soit effectivement, c'est une panoplie pour être un cow-boy ou un indien. Soit effectivement, ça vous entraîne ailleurs. C'est-à-dire, on vous vend un monde différent, qui peut être un monde plus protégé. À ce moment-là, on vend des talismans, on vend de la protection, on vend des porte-bonheur. Soit effectivement un monde, à nouveau, de gens plus cultivés, de gens plus raffinés, de gens plus connaisseurs. Voilà, donc, et puis après, il y a quand même, parfois, on part un peu au cortex de temps en temps avec de l'investissement. C'est-à-dire, voilà, c'est un produit qui se revendra plutôt bien et sur lequel, effectivement, vous pouvez faire, comme on le voit aujourd'hui, y compris sur le vin, du bénéfice à la revente. Mais c'est une toute petite part. Le cortex, le rationnel est une toute petite part de ce qu'on vend. Le luxe doit vendre ce décalage et cette élévation. Le problème aujourd'hui avec les 2% et les stratégies d'élévation qu'on voit en ce moment, c'est qu'on s'est mis à vendre à ces très très riches, qui effectivement ne sont pas soumis à différentes variations économiques, donc qui sont, on va dire, d'abord un peu plus faciles à identifier et puis moins fluctuants dans leurs achats, mais on se met tous dessus, on ne parle qu'à cela, on parle au demi-dieu d'une certaine façon, sans plus donner cette idée d'ascenseur, d'élévation, d'emporter tout le monde. Donc on a, pour certaines marques, abandonné l'entrée de gamme, ou en tout cas mis une entrée de gamme qui n'en est plus une. Et puis, c'est comme si on avait fait des églises avec plus de fidèles, quoi. Et c'est pas dangereux, justement, cet access Absolument. Qui devient, en fait, l'alibi de l'access, c'est le parfum, voire c'est prendre un espresso. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas avoir... L'access ne doit pas être un sac, un objet physique, intemporel qu'on garde? Absolument. Parce que tous les objets qu'on va vendre, qui sont ces objets transactionnels, il faut qu'ils soient à la hauteur de leur pouvoir, et du pouvoir qu'on vend et de l'alibi qu'on vend. Donc, en fait, il faut qu'il y ait une création de valeur dans le plus petit objet qu'on va leur vendre, même de l'entrée de gamme. C'est en ça que certaines maisons réussissent bien, parce qu'elles réussissent à vendre du très très haut de gamme, mais aussi de l'entrée de gamme qui a une valeur, qui a du savoir-faire, parce que pour arriver à faire ce mouvement-là, de pas de côté et d'élévation, les maisons, elles maîtrisent les savoir-faire, les matériaux précieux, la rareté, etc. À nouveau, on est dans les faïstos, c'est-à-dire on maîtrise ça quand même. Et même dans le plus petit objet, dans un objet même qu'on dirait access chez nous, on va mettre du savoir-faire, on va mettre de la préciosité pour effectivement en faire quelque chose de valeur. Il faut que chaque produit qui sort de chacune des maisons soit une création de valeur. Et si c'est juste un alibi ou si c'est juste quelque chose, et ben à ce moment-là, c'est une propre négation de ce qu'on a une mission quand même. Hein. On a une mission d'être dans ces doubles mouvements. Surtout qu'il y a une inquiétude tout de même. On a vu quand même beaucoup d'augmentation de prix sans une augmentation de la qualité, voire même une baisse Exactement. De la qualité. Et on voit de plus en plus d'influenceurs entre guillemets qui comparent des sacs d'il y a 10 ans aux sacs d'aujourd'hui. La Chine aujourd'hui, où j'ai l'impression il y a une obsession de la value for money, il y a même une dissécation des objets de luxe pour justifier son prix. C'est à un moment donné, cette recherche du bénéfice au prisme, à la destruction de la qualité, est-ce que ce n'est pas dangereux même pour l'ensemble du secteur? Ah bah évidemment, alors la valeur intrinsèque, le fait d'être bien fait, d'être dans la qualité du matériau, du savoir-faire, de l'objet lui-même, c'est quelque chose qui est essentiel et c'est le b.a.-ba de ce qu'on doit faire parce que sinon, en fait, c'est la rupture du contrat. C'est vraiment la rupture du contrat. Le contrat de base, c'est effectivement, là, c'est vraiment, on trompe le client. Donc, en fait, c'est vraiment très important, et notamment dans les augmentations de prix qui ont été quand même violentes. Et qui continuent. Et qui continuent, et qui d'ailleurs commencent à être tout à fait publiques, analysées. Vous ouvrez n'importe quel, y compris site internet ou même à la télé ou près du grand public, il y a une explication de l'augmentation de prix de tel sac sur 10 ans, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui continuent à en acheter. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est magique dans ce que je disais fascinant tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même une partie de nous qui émotionnellement est pris par ça. Et c'est vrai que, par exemple, on s'aperçoit aussi dans ce marché tout à fait particulier que même parfois, quand on a des très beaux objets, mais qu'on ne positionne pas assez haut, il n'y a pas de perception de valeur. C'est-à-dire qu'on doit aussi être dans ce juste milieu, en fait, de la valeur exprimée, la valeur ressentie telle qu'on la voit, telle qu'on la perçoit. Jamais, effectivement, nous, on contredira le fait que ce soit un produit de valeur en tant que tel. Mais parfois, on s'aperçoit que le prix
doit être un tout petit peu plus élevé pour exprimer ce mariage entre cette valeur symbolique et cette valeur réelle. Mais alors, sur la qualité, c'est évident que là, il faut faire extrêmement attention. Il y a un autre truc aussi qui me gêne beaucoup, moi, dans ce qui s'est passé ces dernières années sur cette élévation, c'est que, alors, c'est aussi la géographie de ce dérapage. Alors d'abord, on s'adresse effectivement aux ultra-networks qui sont un peu répartis, mais qui étaient beaucoup en Asie quand même. Moi, je regardais l'autre jour, moi, quand je suis rentrée, alors, dans les années 70, le luxe était acheté à 70% par les Européens. Moi, quand je suis rentrée il y a 22 ans chez Richemont, on avait déjà le Japon. On se disait, on était dépendant du Japon. On se disait, il faut faire quelque chose, etc. Et puis après, il y a eu évidemment les phénomènes chinois. La Chine, là, elle rentre dans un système de récession qu'elle n'a pas connu depuis 40 ans. Je ne sais pas comment ils vont faire face à ça. Et nous, il va falloir qu'on... C'est pour ça que c'est intéressant aussi. C'est pour ça que c'est challenging, cette période-là. Parce qu'aujourd'hui, on avait mis quand même beaucoup d'œufs dans ce panier-là. Donc c'est intéressant parce que ça nous amène à revisiter ça. Mais c'est aussi un truc très important parce que ça nous invite, depuis le Covid notamment, à réadresser les clientèles locales. Et les clientèles locales du luxe européen. Les 80% des marques du luxe, c'est français, italien, anglais. On est sur effectivement un luxe européen. Si jamais on ne réadresse pas ces politiques locales, ces publics locaux, pour donner la possibilité à des Françaises, à des Italiennes de porter des produits, à ce moment-là, on cesse d'être aspirationnel pour des Indiens, pour des Chinois, pour des gens qui viennent ici en France, regarder tel que Paris est, et regarder des femmes dans la rue, dont l'élégance est tout à fait... mystérieuse aussi et qui portent nos produits. Et ça, c'est très important. Donc, sur ce côté aussi, accès par rapport au très très haut de gamme, il faut qu'on arrête aussi de chasser uniquement cette cible-là, la plupart du temps étrangère, parce que malheureusement, le nombre de ultra-networks en France ou en Italie, c'est pas avec ça qu'on va faire le business du luxe, mais de réadresser aussi, de donner la possibilité aux clientèles locales de nous porter, de nous aimer. Et aujourd'hui, on a beaucoup monté les prix suite à cette course à l'échalote en Asie. Il faut juste que toute l'industrie se mette à réadresser ça. C'est un point hyper important par rapport à ce qu'on incarne aussi, puisqu'on incarne ce monde à part. Et ce monde à part, c'est aussi cette élégance, cet art de vivre, cette capacité à marier les choses et tout l'univers de lifestyle qu'il y a autour. J'ai horreur ce mot, mais en tout cas de cet art de vivre qui va avec ça. Ma dernière question, l'Inde, forcément. Alors, en même temps, c'est une martingale, parce que l'amour du luxe pour l'Inde et vice-versa, ça date toujours. Est-ce que là, on est arrivé à un moment important avec justement cette Chine qui pose beaucoup de questions? Est-ce que le prochain moteur, c'est l'Inde, ou encore on va revivre la même chose qu'on vit dans 10 ans, où c'est une fausse annonce Alors, je reviens d'Inde. La semaine dernière, j'étais en Inde. Alors, c'est tout à fait fascinant, bien entendu, parce que, à nouveau, culturellement, disons, la distinction, la culture de l'Inde, évidemment, le savoir-faire joaillier, les pierres, l'or, ils ne parlent pas de rien. Ça, c'est très clair. Et ils ont un savoir-faire extraordinaire, ce qui d'ailleurs est assez challengeant pour nous, parce qu'ils ont tous un joaillier de famille qui sait très bien travailler l'or. En plus, c'est de l'or 24 carats, etc. Mais il y a en ce moment, alors, nous, on suit beaucoup les cultures, mais on suit aussi beaucoup le dynamisme du pays et ses changements sociétaux. Et là, il y a quand même une conjonction à la fois sur la politique que Modi d'ailleurs implante en Inde, ce qui consiste à effectivement donner une espèce de fierté de la consommation nationale, donc de remettre de la consommation nationale, parce qu'aujourd'hui on vend aux Indiens mais à l'extérieur de l'Inde. Donc là, cette idée de dire, par exemple, là il vient de lancer une politique de Wed in India, c'est-à-dire tout le business du mariage qui est énorme pour le luxe, puisque vous avez vu le mariage Ambani, j'imagine, et ses délires, mais ce sont des énormes marchés potentiels. Et là, maintenant, il veut les remettre en Inde. Et comme il y a quand même une politique du gouvernement, une pression du gouvernement assez importante, on voit bien qu'il y a eu des annulations là, récemment de gens qui devaient se marier en Autriche, à Londres, sur la Côte d'Azur et qui se remarient en Inde. Donc il y a une installation, une construction des marques qui est très importante à voir maintenant parce que ce n'est pas pour tout de suite. On ne va pas se mettre à vendre en Inde tout de suite parce que les infrastructures de vente sont encore un peu balbutiantes, même s'il y a beaucoup d'évolutions sur les infrastructures. On a encore le système de taxes qui est assez lourd, mais les marques doivent se construire maintenant. Parce que sinon, les marques se construisent, ils vont à Dubaï, ils vont à Londres,
mais il faut quand même on ait un discours de marque sur ce marché-là, sinon on va être dans des comparaisons produits. On va être dans un produit, ben alors mon joaillier me fait ci, etc. Puis j'ai un sac qui peut être, puis nous on a de la culture aussi, puis la fierté indienne va monter. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on s'installe maintenant. Il faut vraiment qu'on installe très très précisément qui on est, cette identité dont je parlais au départ, c'est-à-dire la différence pour laquelle on existe. Hein. Chacune des maisons a une différenciation très forte, des histoires à raconter qui sont formidables. En plus, on a des histoires à raconter avec l'Inde, avec lesquelles qui sont très anciennes, et ce dialogue culturel que eux attendent aussi, parce que comme tous ces pays, ils attendent d'être reconnus en tant que sur la planète mondiale. Et il y a un point très très important, c'est la façon dont on accueille les Indiens dans les boutiques à l'étranger. Aujourd'hui, les Indiens, quand ils voyagent en flip-flop et ils n'ont pas mis leurs bijoux avec eux parce qu'ils ont peur, effectivement, en termes de sécurité. Il faut vraiment accueillir les clients indiens avec tout le respect qu'on leur doit. Ce sont des très gros clients et ils sont quand même aujourd'hui accueillis comme des Indiens. La plupart du temps, en plus, par des vendeurs chinois, puisqu'on a implanté des vendeurs chinois dans nos boutiques dans pays européens pour servir les clients chinois qu'on a targetés il y a quelques années. Donc là-dessus, il faut qu'on rectifie le tir, parce qu'il n'y a pas pire pour un Indien que d'être servi par un vendeur chinois, avec l'antagonisme qu'il y a entre les deux pays. Donc vous voyez, c'est un challenge de recrutement absolument gigantesque, à la fois dans des équipes internes comme dans vos équipes boutiques. Les talents aujourd'hui, c'est ça c'est le nerf de la guerre. Ouais, c'est le nerf de la guerre. Tout, c'est en le nerf vente, de la en guerre. construction, Absolument. en fabrication, en pensée. Oui, en pensée, en fabrication, en culture, enfin, c'est cet amour de la différence culturelle. Hein. Ça, j'insiste là-dessus parce qu'on vend éminemment un produit culturel. Alors, je déteste cette idée de marque culturelle. Ça, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est pas ça l'idée. Je pense qu'effectivement, tout ça, c'est de la culture. Il y a des références culturelles, des références des différents pays, des références artistiques. Mais il faut qu'on ait des gens qui sachent être dans la finesse de cette approche culturelle, qui s'intéressent à ça, qui sachent ce que c'est que les symboles qu'on vend, qui sachent s'intéresser aux différentes spécificités de nos clients et de leur culture. C'est intéressant, on avait fait une analyse il n'y a pas très longtemps, qui était très intéressante sur le service. Qu'est-ce que c'est que le service pour un Japonais? Qu'est-ce que c'est que le service pour un Français? Qu'est-ce que c'est que le service pour un Américain? Le service pour un Français, c'est tu es à la cour de Louis XIV, donc tu es le service, c'est-à-dire on t'amène un petit café, tu es assis dans un fauteuil, on te fait sentir comme Louis XIV. Ça, c'est ça qui intéresse le Français. Le japonais, c'est le cérémonial, où effectivement, on est dans une espèce de respect d'un cérémonial très précis, avec une distance, avec un respect de la distance, avec le respect de qui tu es, qui je suis. Les Américains, il faut être friendly, il faut connaître le nom de ton vendeur, il faut lui dire « Salut Bob, est-ce que tu n'as pas quelque chose pour moi ?» Et par ailleurs, tu peux le typer. Donc, c'est fondamentalement différent. Et cet aspect culturel, il est tellement, pour le recrutement, il faut que ce soit des gens que ça intéresse, hein, qui comprennent en fait ces finesses-là. Et ça c'est toute une culture, quoi. C'est tout un enseignement. Et voilà, et c'est des choses à savoir, quoi. C'est vraiment un enseignement particulier. Anne Delière, merci à vous.